messieurs, bienvenue dans cette émission Débat ouvert où nous avons l'amabilité de recevoir sur ce plateau le professeur Toengao. Il est député national pour le compte du FCC. Avec lui ce soir, nous allons parler de cette loi qui pose problème aujourd'hui, la loi électorale. Nous allons parler en long et en large au cours de cette émission avec lui. Nous parlerons également de la situation sécuritaire sous état de siège. Déjà le Premier ministre Samuel Konde est descendu sur le lieu pour évaluer lui-même de visu, pour voir les réalités sur le terrain. Nous allons également parler de la situation éducationnelle sur toute l'étendue du territoire national, et plus précisément à l'Équateur et à Kisangani. Nous allons chuter par faire une évaluation ou un état des lieux de la situation de la Tchopo, où le professeur Toengao a été élu dans la circonscription de la Tchopo, si je ne me trompe pas. Bonjour et bienvenue dans cette émission, professeur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Et face aux tensions déjà qu'on a vécues hier, et comment sentez-vous aujourd'hui? Non, mais écoutez, la tension, bon, peut-être le mot est très fort, mais sinon, ça fait partie de la vie parlementaire ordinaire, ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale. C'est ça la vie parlementaire. La vie parlementaire, et avec le boycott de la loi, de cet examen qui devait déjà se dérouler en plénière, examiner la loi électorale aujourd'hui, donc tout le monde attend pour préparer les bonnes élections en 2023, et aujourd'hui le FCC semble boycotter. Mais vous l'avez dit, tout le monde s'attend à l'organisation de très bonnes élections. Voilà le mot. Et je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui peut se donner comme objectif boycotter les bonnes élections. Le problème, c'est que ces vœux exprimés par tous les peuples congolais, on voudrait voir ces vœux se réaliser dans les meilleures conditions possibles, avoir dans ce pays des bonnes élections. Et nous serons, je crois bien, au 4e cycle des élections dans notre pays depuis la promulgation de la Constitution de la 3e République. Alors, il n'est pas question de boycotter les élections, mais si on peut utiliser le mot boycott, il s'agit bien de boycotter une procédure irrégulière qui risque de nous conduire aux élections qui ne seraient pas bonnes. Parce que le vœu, c'est d'avoir des bonnes élections. Et lorsque on se rend compte que voilà, la procédure mise en place et nous amène tout droit aux mauvaises élections, je crois qu'il est de droit et c'est plus légitime pour tout Congolais et les parlementaires de l'opposition principalement de lever le ton pour attirer l'attention de l'opinion que non, là nous sommes en train d'aller tout droit vers un trou et avant qu'il ne soit tard, il faut rectifier les tirs. C'est ça le problème de l'opposition congolaise, du FCC principalement, parce que vous savez que les élections constituent un moment hyper sensible et à tous les niveaux, même au niveau d'une salle de classe à l'école primaire, à l'école secondaire, à l'université. Lorsqu'on parle des élections, ça a toujours été un moment sensible, hyper sensible. Même dans les églises, lorsqu'on doit élire un représentant légal, lorsqu'on doit élire un représentant professeur d'une église, ça a toujours été un moment hyper sensible. Donc, voilà pourquoi il faut gérer ces moments avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de prudence et surtout avec beaucoup de transparence pour que tout le monde se sente concerné et que tout le monde participe sans hésitation aux élections afin que celui qui sera proclamé gagnant et qu'il le soit véritablement. Et à ce moment-là, on va éviter au pays tout ce qui peut ressembler à un chaos. Pour parler toujours de cette loi électorale, hier vous avez séché la plénière pour donner votre ton par rapport à l'attitude qu'a affiché le président Mbosso d'aller vers le débat sur cette question dont vous voulez qu'il y ait un consensus autour de la question. Mais cette plénière a été renvoyée, sine die, je crois, le mercredi prochain. Mais nous voulons un peu savoir quelles sont les vraies raisons que vous reprochez aujourd'hui à cette loi électorale.
jusque-là, il n'est pas encore question de parler du contenu de la loi électorale. On n'est pas encore entré dans les fonds de la proposition de la loi électorale. Nous sommes seulement au niveau de la forme, au niveau de la procédure. Qu'est-ce qui gêne alors? Qu'est-ce qui gêne sur la procédure? Mais ce qui gêne, c'est en fait la suite des événements qui ont précédé l'inscription de cette loi, de cette proposition de loi à l'ordre du jour de la Chambre basse du Parlement. Ce qui gêne, c'est que le FCC se rend compte que le jet n'est pas un jet clair, n'est pas un jet transparent. Voilà, tout est parti d'abord de ce qu'on a vécu pour que au cours d'un mandat, la majorité puisse changer de camp. Vous voyez, ça ressemble à deux équipes qui ont commencé le match. Un match, c'est connu de tout le monde qu'un match a une durée de 90 minutes. Voilà, on commence le jeu, l'arbitre, enfin, on siffle pour une raison ou une autre, il y a un arrêt de jeu, et quand on reprend le jeu, on se rend compte que, bon, les joueurs d'une équipe ont changé de camp. Vous voyez, Mazembe qui jouait avec tel Varese, et après l'arrêt de jeu, il retourne au terrain avec les Varese de l'équipe adverse. Est-ce que cela est possible? Enfin, c'est ce qu'on a vécu un peu, voilà. Alors que nos textes qui nous régissent disent bien que lorsqu'une législature commence, voilà, et ceux qui ont gagné les élections et qui ont obtenu la majorité doivent le demeurer jusqu'à la fin de la législature. Mais maintenant, les choses changent. Mais cela n'était pas suffisant. Vous avez suivi, l'opinion, tout le monde a suivi. Dans quelles conditions la plus haute instance judiciaire a été mise en place, a changé, c'est la Cour constitutionnelle. Tout le monde a vu comment on a joué avec l'esprit du Premier ministre. On l'envoie en mission à l'intérieur du pays et derrière lui, on pompe des ordonnances alors qu'il doit contresigner ces ordonnances. Vous avez vécu cela, voyez. Alors, vous avez vu comment ce qu'on a vécu avec la mise en place de la CENI. Aujourd'hui, nous avons une CENI. C'est la CENI qui doit arbitrer ces jeux. On a aujourd'hui une CENI monocolore. Il n'y a qu'une seule tendance qui est représentée. L'opposition n'est pas représentée. Alors, comment voulez-vous que, dans ces conditions-là, quand on sait déjà très bien que l'arbitre a pris sa position en faveur d'une équipe, comment voulez-vous qu'on puisse accompagner ces processus jusqu'à la tenue des élections, quand on sait déjà que ces résultats de ces élections-là sont déjà en train d'être établis. Donc voilà, le FCC alerte l'opinion, prend l'opinion à témoin et refuse d'accompagner aveuglément ce processus jugé irrégulier, et le FCC en appelle à la bonne volonté de tous les partenaires pour que les questions majeures qui touchent au processus électoral puissent faire l'objet d'un minimum de consensus. Et qu'est-ce que ça coûte à la République? Mais je crois que l'histoire de la RDC repose justement sur le consensus. On a vu depuis la table ronde politique, depuis les différents conclaves lors de la Première République, et la conférence nationale est arrivée, et nous sommes allés à Sun City. Les mots-clés qui caractérisent la culture politique congolaise, c'est le consensus. Mais pourquoi aujourd'hui nous devons nous départir de ça lorsqu'on veut s'engager dans un processus que tout le monde voudrait voir crédible, transparente, libre et inclusif? C'est tout ce qu'on demande, parce que ça a été fait avant d'aller aux élections de 2006, ça a été fait avant d'aller aux élections de 2011, ça a été fait avant d'aller aux élections de 2018. Mais pourquoi aujourd'hui le peuple congolais trouve que ce que nous avons déjà comme acquis, on doit, avec un revers de la main, balayer ça pour reprendre les choses à zéro? Le risque est grand et on évite justement ce risque-là pour ne pas nous ramener encore à la case du départ, parce que les élections chaotiques présentent comme un risque majeur
le chaos dans tous les secteurs de la vie nationale. Mais professeur, est-ce que vous ne semblez pas prêcher dans le désert? D'autant plus que l'union sacrée qui est là semble ne pas faire une marche en arrière avec ce qui s'est déjà engagé en mettant en place cette majorité, selon vous, mécanique, si je me trompe. Mais dans le contexte actuel, est-ce qu'il n'y a pas moyen seulement de fléchir et d'aller avec? Parce que nous voulons des élections, parce que aujourd'hui l'union sacrée ne fera pas marche en arrière, là vous le savez bien. Mais quelle est autre solution que vous prenez en lieu et place si aujourd'hui l'union sacrée ou au sein de l'Assemblée nationale n'arrive pas à faire cette marche en arrière? Nous avons jusque-là la conviction que ce qu'on appelle l'union sacrée a été créé pour le bien supérieur du peuple congolais. Donc on croit fermement à ça. On croit que le pouvoir qui est là aujourd'hui, c'est un pouvoir qui travaille pour le bien du peuple congolais. On n'imagine pas un seul instant que le pouvoir qui est en place puisse travailler pour des objectifs autres que le bien-être du peuple congolais. Et sur cette base-là, nous croyons que malgré ce qui s'est passé, que nos amis vont se ressaisir et comprendre que non, nous sommes sur la mauvaise voie et les voix se lèvent de partout pour exiger qu'on puisse se mettre autour d'une table afin de dégager. Également la voilà. Et vous comprenez cela? Oui. Et lorsque déjà des organisations importantes comme l'Église catholique, oui, comme l'Église protestante, si on ne peut prendre que ces deux églises, mais il faut quand même se faire une idée sur leur poids sociologique, hein, au niveau du pays et d'autres groupes politiques, notamment la Mouka et les autres, et vous ajoutez les FCC. Mais en fait, il ne faut pas considérer le peuple congolais seulement avec cette majorité qui n'est pas l'émanation du peuple congolais, une majorité qui a été créée de toutes pièces, hein, sur le fond de la corruption, des intimidations, de ceci. Mais on sait quand même que ce n'est pas l'expression de la volonté du peuple congolais. Alors maintenant, on voudrait faire voir à tous ces gens que non, écoutez, et quand les voix s'élèvent des églises, de ceci, de cela, tout ça, il faut ne pas faire sous l'oreille. Il faut écouter et revenir au bon sentiment et reprendre la voie normale pour qu'on aille aux élections et qui vont produire des résultats attendus de l'ensemble du peuple congolais. Je pense qu'on a affaire aux humains et il n'y a que la Bible qui a été écrite une fois pour toutes, mais les actes posés par les hommes, on peut toujours y revenir et c'est ce que nous demandons, qu'on y revienne pour remettre les choses sur les rails afin qu'on garantisse au pays des élections crédibles, des élections véritablement démocratiques, des élections inclusives, source du bonheur du peuple congolais. Mais aujourd'hui, on voit quand même Christophe Mbosso s'ouvrir aux négociations. Et aujourd'hui, dites-nous un peu où en est-on avec ces négociations au niveau des négociations institutionnelles? Je pense que c'est un beau geste qu'il a posé hier. Vous voyez, le président Mbosso a posé un geste qui donne quand même un peu de l'espoir. C'est que, voilà, c'est pour dire que on a affaire aux hommes qui comprennent, qui écoutent et qui sont sensibles. Ce qu'il a fait hier, le fait de remettre les débats à une semaine, donc mercredi prochain, ce n'est pas assez, mais c'est quelque chose de positif que nous encourageons. Et nous pensons que la semaine sera effectivement mise à profit pour organiser de larges concertations avec toutes les parties prenantes, afin que le mercredi prochain, qu'il lui-même a annoncé, ne soit pas encore une fois un mercredi raté, comme on a vécu un jeudi raté. Mais espérons que les choses vont aller pour le mieux pour les FCC avec ces négociations qui se sont ouvertes déjà. Hein. Je crois aujourd'hui déjà, les négociations peuvent déjà commencer à n'importe quelle heure. Nous espérons bien. Voilà. Parce que nous avons déjà annoncé au début de cette émission que nous allons parler également de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, plus précisément au Nord Kivu et en Ituri. Professeur, vous êtes député national.
vous avez mené des commissions, vous avez tenu de différentes commissions, entre autres la commission défense et sécurité qui a statué sur la question de sécurité à l'est de la RDC. Et il y a eu de recommandations qui ont été formulées au niveau du gouvernement. Mais nous sommes quand même étonnés de voir le Premier ministre descendre encore sur les lieux. Et aujourd'hui, dites-nous un peu, est-ce qu'il y avait encore un autre élément, ou bien un autre élément nouveau que le Premier ministre devrait aller quand même sur place pour aller voir encore au détriment de ce que vous avez déjà fait comme travail? Sur le plan de principe, on ne peut pas décourager le Premier ministre lorsqu'il veut montrer à l'opinion qu'il mène une politique de proximité. Il faut aller compatir avec la population qui est meurtrie. Il faut aller soulager tant soit peu la misère de la population par sa présence. Et je crois que ça a une valeur symbolique. Ça, on ne peut qu'encourager parce qu'on n'a pas besoin des premiers ministres, des ministres et des dirigeants qui restent dans leur bureau du 1er au 30. Il faut descendre sur le terrain pour parler des doigts. Et dans ce sens-là, on peut encourager la descente du Premier ministre. Et c'est encore bien parce qu'il n'est pas allé seul. Il est allé avec des membres du gouvernement concernés directement par la question. Mais dans sa suite, il y a eu aussi la présence des collègues députés nationaux et principalement... Parmi les députés, il y avait aussi les députés du FCC. Les députés, les membres de la commission défense et sécurité dont vous avez parlé. Et il y a aussi des députés originaires des provinces concernées par l'état de siège. Hein, quand il était au Nord Kivu, on a vu la présence des collègues députés du Nord Kivu. Et quand il a été à Bunia, on a vu la présence des collègues originaires de l'Ituri. Quand bien même il y a une petite note un peu de tristesse au niveau de l'Ituri, parce qu'on ne veut pas comprendre que le Premier ministre puisse faire 48 heures au moins à Goma, mais pour l'Ituri, il va faire moins de la moitié de la journée. Et il est parti. Alors pourquoi cette façon de traiter différemment les deux provinces concernées par l'état de siège? Ça contribue un peu à la frustration de la population de l'Ituri qui n'a pas eu le temps de parler comme il se devait. Il y a beaucoup de gens qui voulaient rencontrer le Premier ministre pour lui donner des avis et considérations, oui. Mais malheureusement, le séjour du Premier ministre à Bunia a été très court par rapport à ce qui s'est passé. Est-ce que c'est parce que la situation n'est pas trop bonne Non, je n'ai pas été de la délégation, je ne sais pas dire pourquoi. Okay. Peut-être que quand les collègues vont revenir, ils nous diront pourquoi. Alors, maintenant pour revenir à votre question, le problème c'est qu'effectivement, ça fait plus de bientôt 3 trimestres que nous vivons l'état des sièges. Mais il ressort de l'analyse, de la lecture de tout le monde que, en fait, la situation n'a pas évolué du tout. Vous voyez, par rapport aux objectifs assignés à l'état de siège, mais on semble même constater que la situation va de mal en pis. Vous voyez, alors finalement, l'état de siège, c'est un état exceptionnel. Mais on ne peut pas faire d'une situation exceptionnelle une situation ordinaire. Vous voyez, d'où il y a nécessité. Effectivement, la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale a fait un bon travail. Les recommandations ont été transmises au gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui nous préoccupe, c'est que le gouvernement puisse présenter le plan de sortie de l'état de siège. Vous voyez? Alors, je pense que la descente du Premier ministre pourrait aller dans ce sens-là pour vivre la situation sur le terrain et revenir au gouvernement avec l'ensemble des membres du gouvernement et les chefs de l'État et sortir à l'intention de l'opinion et pourquoi pas de l'Assemblée nationale, du Parlement en général, des mesures concrètes, une politique cohérente et qui montre en fait comment on doit sortir ces deux provinces de l'état de siège, parce qu'il faut sortir de l'état de siège. L'état de siège n'est pas l'unique solution pour mettre fin à l'insécurité qui règne dans ces deux provinces. Ça a été une mesure, je dirais même extrême, mais le temps qu'on a mis permet aujourd'hui à tout le monde de tirer une conclusion. Et c'est peut-être c'était maladroitement qu'on est allé
trop vite en besogne jusqu'à proclamer l'état de siège. Je pense qu'il faut revenir au bon sentiment pour essayer de trouver d'autres solutions. Voyez, et il faut le faire avec ceux qui vivent cette situation sur le terrain. Je crois que dans ce sens-là, on peut comprendre la descente du Premier ministre avec les députés, les membres du gouvernement. Et nous attendons le rapport qui sera fait et on en tirera toutes les conséquences. Mais est-ce qu'on peut quand même, en termes de propositions, en lieu et place de l'état de siège, quelle autre proposition que vous, étant que député, vous pouvez proposer au niveau du gouvernement? Mais vous savez que la situation du Nord, et le Nord Kivu, la situation de l'Ituri ne date pas d'aujourd'hui. Vous voyez, déjà même à l'époque du maréchal Mobutu, l'insécurité au Nord Kivu était toujours là. Et dans l'Ituri, il y avait toujours des problèmes d'ordre sécuritaire. Et le président Joseph Kabila a géré cette situation après la guerre de la Foudel. Et pendant longtemps, on n'a jamais décrété l'état de siège. Mais je pense que la sécurité n'a pas atteint les niveaux qu'elle a atteint aujourd'hui. Alors comment les autres ont procédé pour que ça affirmer qu'ils ont réussi à maîtriser parfaitement la situation, mais c'était quand même relativement mieux qu'aujourd'hui. Alors, nous on pensait qu'avec l'état de siège, l'insécurité allait immédiatement s'arrêter. Mais malheureusement, la situation ne fait que s'aggraver, s'empirer. Je vois la nécessité de s'asseoir pour redéfinir une nouvelle politique. Je pense que aujourd'hui, on peut tirer la conclusion que ce n'était pas la solution au problème de l'insécurité à l'est du pays. Tout le monde peut aujourd'hui constater cela. Mais je pense qu'il faut repenser. Le grand problème, c'est la sincérité au niveau des acteurs, hein, de tous ceux qui sont engagés dans cette crise-là, et la capacité de notre armée. Est-ce que les moyens que le gouvernement donne à notre armée pour mettre fin, pour sortir l'Est du pays de la situation actuelle, est-ce que ces moyens sont vraiment utilisés par l'armée? Est-ce que ces moyens ne prennent-ils pas d'autres destinations? Voyez, mais je pense qu'il faut interroger les militaires eux-mêmes, il faut interroger ceux qui sont au front. Ils ont beaucoup de choses à dire. Vous étiez quand même dans la commission défense et sécurité, alors, professeur. Je crois que vous avez quand même de réponses à cette tout question. Cela a été dit, effectivement. Malheureusement, ce n'est pas la prérogative de l'Assemblée nationale pour prendre des décisions. On examine la situation, on fait des recommandations à l'institution qui a dans ses attributions constitutionnelles les métiers de l'ordre et de la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est le travail que les députés ont fait. Mais maintenant, il appartient à ceux qui ont la mission de traduire en acte ces résolutions, ces recommandations, d'être efficaces sur le terrain. Alors, malheureusement, on se rend compte que les attentes sont dessus. Alors, il appartient maintenant à celui qui est considéré comme le garant de la nation de prendre ses responsabilités. Pourquoi ne pas défaire certaines personnes de leurs responsabilités pour essayer de donner la confiance à d'autres personnes, tant sur le plan politique que sur le plan militaire, afin de redonner l'espoir au peuple congolais. Et pourquoi ne pas renforcer le contrôle au sein de l'armée pour que le peu de moyens dont dispose la République pour soulager la misère de nos compatriotes de l'Est, hein, pour qu'ils se retrouvent aussi comme citoyens vivant paisiblement dans leur contrée. Alors, je pense qu'il y a un problème de contrôle qui se pose, et un contrôle assorti de sanctions. Mais pourquoi on ne sanctionne pas? Alors que le chef de l'État lui-même a dit à haute voix qu'au sein de nos forces armées, il y a un problème très sérieux de corruption. Mais pourquoi on laisse faire? Il y a également le député qui ont été accusés d'entretenir le groupe armé au niveau de provinces. Alors, si cela est établi, mais le président Bosso qui a parlé de ça dans une séance plénière, pourquoi on n'a jamais identifié ces députés? Je crois que la réponse nous sera donnée. Nous parlons, parce que nous l'avons annoncé au sommaire de notre émission, l'état de lieu
de l'éducation dans notre pays, parce que nous sommes en face d'un professeur d'université. Aujourd'hui, professeur, parlez-nous un peu de la situation de l'état de l'éducation en République démocratique du Congo et en particulier à Kisangani, là où vous donnez cours. Bon, il faut dire que la situation de l'éducation, la situation de notre système éducatif ne peut pas être très différente de la situation générale du pays. C'est un sous-secteur du secteur social qui est affecté considérablement par tout ce que nous vivons sur le plan politique, par tout ce que nous vivons sur le plan économique. La situation politique État est moins bonne et la situation économique État désastreuse. On ne peut pas espérer avoir un système éducatif efficient. Voyez, donc nous sommes, c'est un système, tout se tient, tout est lié. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le système éducatif est tombé trop bas. Voyez, la RDC était un pays dont le système d'éducation était jugé le meilleur parmi les systèmes éducatifs africains. Voyez, mais aujourd'hui, on a l'impression qu'on est tombé trop bas, ce qui fait que chaque fois qu'il y a des classements, notamment des universités, des supérieures, les 100 meilleures universités d'Afrique et tout ça, on ne se retrouve nulle part. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des hommes intelligents au Congo, donc en RDC, nous avons des compétences. Mais le problème, c'est que d'abord la volonté qui doit caractériser les dirigeants au sommet de l'État. On doit comprendre que, écoutez, on doit investir dans l'homme. On doit contribuer efficacement à investir dans l'homme. Parce que tout ce que nous vivons, même sur le plan sécuritaire, c'est lié entre autres au système éducatif. Voyez, même les militaires qui sont au front, tout ça, doivent être bien éduqués. Alors, tout ce que l'IGF aujourd'hui est en train de... L'IGF est devenu très populaire parce qu'il y a corruption ici, il y a des détournements là-bas et tout ça. Tout cela est lié, entre autres aussi, au système éducatif. Donc, si on ne renforce pas l'éducation aujourd'hui, demain nous aurons, et comme nous en avons déjà, des politiciens médiocres à tous les niveaux, je dis bien à tous les niveaux. Si on n'a pas un système éducatif de qualité, on aura des médecins médiocres qui seront des véritables assassins. Si on n'a pas un système éducatif efficient, on aura des juristes médiocres. Et si on n'a pas un système éducatif cohérent, de qualité dans tous les secteurs, on aura des médiocres et ça sera la catastrophe. Et c'est ce qui a amené quelqu'un à dire que, voilà, si vous voulez détruire un pays, on n'a pas besoin d'amener des chars et des armes sophistiquées, mais c'est plus facile tout simplement de détruire son système éducatif et le pays sera par terre. Et je pense que c'est là où la RDC est en train pratiquement donc se trouve au jour d'aujourd'hui. Son système est détruit et le pays est par terre et nous sommes en train de vivre ça. Mais malheureusement, on a comme l'impression que celui qui a la décision pour sortir de cette situation chaotique ne sera pas compte. Voyez, il suffit seulement de voir un peu comment, sur le plan même protocolaire, sur le plan protocolaire, voyez, la place qu'occupe les ministres ayant en charge l'éducation. Mais aujourd'hui, sans pourtant vous interrompre, à combien relève aujourd'hui le budget de l'éducation? Le budget de l'éducation, lorsque vous constatez le budget, lorsque vous allez voir le budget aujourd'hui, vraiment tel qu'il a été adopté par l'Assemblée nationale, mais ça a été sensiblement amélioré, c'est vrai, mais essentiellement pour l'enseignement fondamental, parce qu'on doit réussir la politique de la gratuité. C'est cet aspect qui a contribué à relever sensiblement le budget de l'État, où on se trouve aujourd'hui à plus de 12% du budget national. C'est quelque chose de bien. Mais est-ce que tout s'arrête là? Ce n'est pas possible. Mais lorsqu'on considère l'enseignement universitaire, l'enseignement supérieur universitaire, mais vous avez vu, c'est pour la première fois qu'on commence une année académique avec 2 mois de retard, parce que les professeurs sont en grève.
Et voilà. Mais en termes et ça a été la même chose au niveau de l'enseignement primaire et secondaire. Parce que vous êtes le défenseur de la population au niveau de l'Assemblée nationale, professeur. Quelle est aujourd'hui la démarche ou bien qu'avez-vous fait pour cette question de l'éducation au niveau de l'Assemblée nationale? Non, je peux vous parler particulièrement de mon exemple. Voilà, j'avais amené certains collègues, vous voyez, le représentant des professeurs, et pour qu'ils rencontrent le bureau de la commission ECOFIN. Et voilà, quelque chose a été fait. Mais maintenant, il faudrait qu'on applique ce qui a été arrêté en faveur de l'enseignement supérieur et universitaire. Mais le plus important, ce n'est pas seulement à ce niveau, le plus important, c'est qu'on sente qu'au niveau de l'autorité, qu'il y ait une volonté qui s'exprime. Je vous donne un exemple. Comment vous pouvez expliquer, alors que la loi est claire, qu'un recteur de l'université, un directeur général de l'institut supérieur est nommé, si les élections n'ont pas encore eu lieu, mais il doit être nommé par ordonnance du président de la République. Mais comment on peut expliquer que le chef de l'État ne puisse pas s'intéresser à cette question-là? On laisse au ministre, qui n'a pas compétence de nommer les recteurs, de le faire. Alors que le chef de l'État nomme les DG de l'ACP. Voyez? Il nomme les DG de tous les établissements publics. De la RTNC, de tout. Ce qu'on appelle établissement public, là où, dans ce cas, c'est le portefeuille de l'État, là, le chef de l'État intervient. Mais quand c'est l'enseignement supérieur, même si la loi dit que non, le chef doit être nommé par terre, mais ça ne fait pas la préoccupation du chef de l'État. C'est pour dire que la volonté n'est pas là. On considère ça comme un secteur qui constitue vraiment le cadet des soucis, négligeable. Alors, voilà, on laisse tout à disposition d'un ministre, un ministre politicien, et voilà. Aujourd'hui, nous avons assisté à une inflation des établissements d'enseignement supérieur universitaire. Dans tous les villages, on doit trouver un ISP, on doit trouver un ISTEM, on doit trouver là où il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire, mais on doit former ces gens-là. Mais il y a eu quand même des états généraux. Il y a eu des états généraux, mais j'avais dit un mot à l'époque qu'il y a eu des états généraux. Mais vous avez vu que lorsqu'il y a eu des états généraux de votre secteur, la presse, le chef de l'État est allé en personne pour prononcer un discours. Il a donné sa vision de ce que doit être la presse congolaise. Il a donné des orientations, physiquement présent. Lorsqu'il y a eu des états généraux de l'agriculture, le Premier ministre est allé, il a prononcé un discours d'orientation au nom du président de la République. Mais posez-moi la question, lorsqu'il y a des états généraux de l'éducation, de l'enseignement supérieur universitaire, à Lubumbashi, le ministre était seul. Et l'unique membre du gouvernement qui l'a accompagné, c'est la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap. Est-ce que vous trouvez ça normal? Alors c'était une occasion, la meilleure, pour que le monde universitaire sache que veut le chef de l'État sur le plan éducationnel, sur le plan de l'enseignement supérieur et universitaire. Voilà une occasion ratée. Alors le ministre se bat, il a la volonté, et il est dynamique, mais seul, il ne réussira pas. S'il n'a pas l'appui de l'ensemble du gouvernement, s'il n'a pas l'appui du chef du gouvernement, s'il n'a pas l'appui du président de la République, chef de l'État, ce n'est pas le ministre seul qui va redresser le secteur. Parce que ça demande suffisamment de moyens, ça demande suffisamment de la volonté. Voyez? Et lorsqu'il tente de faire ceci, on voit que parfois c'est même le gouvernement qui les contrecarre. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'extraordinaire? Voilà, c'est une situation malheureuse, mais on espère que le lendemain sera meilleur. Une autre situation malheureuse que nous avons constatée dans la capitale, c'est cette, je peux dire, crise liée au carburant. Aujourd'hui, c'est une situation que nous ne semblons pas comprendre. D'ailleurs, le ministre était interpellé au niveau de l'ANER. Est-ce que vous avez une analyse objective par rapport à cette crise qui sévit au niveau de Pétrolier? Et je n'ai pas beaucoup d'éléments sur ça. D'abord, il faut comprendre que la RDC ne vit pas à vase clos. Il faut comprendre ce qui se passe dans notre pays et l'inscrire dans le contexte international et qui est aujourd'hui secoué par une crise générale sur le plan économique.
un peu par-ci, par-là, on parle de la hausse de prix, même des denrées alimentaires, de première nécessité, et des carburants, n'en parlons plus. Déjà, mais je pense qu'avec la farine et les pains, ça devient déjà un problème. Ouais. Vous savez qu'il y a des pays qui ont renversé des régimes à cause de la hausse du prix du pain. Vous voyez, chez nous en Afrique. Alors, je pense que ce qu'il va falloir chez nous, c'est qu'on applique la vérité des prix. On ne doit pas cacher la vérité à la population. On doit reconnaître qu'aujourd'hui, il y a une crise. Et on doit reconnaître que voilà, si on avait jusque-là une situation un peu stable, c'est parce que l'État avait pris un engagement pour apporter une contribution, c'est-à-dire dans le prix des carburants, il y a quelque chose que l'État devait donner aux opérateurs du secteur, et en plus de ce qu'on donne à la population au prix des litres à la station. Mais l'État, il semble qu'il n'a pas honoré ses engagements et n'a pas exécuter sa promesse, mais voilà, ça crée des problèmes au niveau des opérateurs du secteur. Mais je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation telle que on doit organiser des dialogues sincères avec les opérateurs du secteur pour qu'on puisse véritablement annoncer à la population le prix réel du carburant. Est-ce que vous avez quand même pu interpeller quand même le ministre des hydrocarbures, Didier Boudimou, mais pour cette il y a beaucoup, je sais très bien qu'il y a plusieurs initiatives en direction du ministre des hydrocarbures. Depuis que la crise des carburants est connue de tout le monde, c'est vu. Mais malheureusement, encore une fois, beaucoup de ces initiatives sont bloquées au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est ce qui est regrettable. Le président nous a annoncé que voilà, chaque mercredi, on va vivre le contrôle parlementaire. On a commencé, mais depuis qu'on a assisté au vote de la motion contre le ministre de l'économie, c'est comme si ça créait une peur. Et aujourd'hui, en fait, on revient à la case du départ. Et quelle initiative libérée, qu'est-ce que tout ça? On a peur, il y a trop de réunions, mais tout ça. Est-ce que ce n'était pas seulement un compte à rendre au ministre de l'Éducation? Mais voilà, mais au moins l'Assemblée nationale a fait son travail, mais je pense que effectivement, on doit permettre à ce que les députés sont en train de produire non seulement les textes de loi, beaucoup de propositions de loi, même la fameuse proposition de loi révisant la loi électorale est une initiative des députés, ce n'est pas venu du gouvernement, ce n'est pas un projet venu du gouvernement. Il y a beaucoup de projets qui sont en souffrance, mais autant il y a aussi beaucoup d'autres initiatives dans presque tous les secteurs qui sont en souffrance sur le plan du contrôle parlementaire. Si le bureau avait mis en place une politique et chaque semaine on libère quelques initiatives parlementaires de contrôle, je crois que vous verrez, vous auriez pu voir les ministres défiler à l'Assemblée nationale pour rendre compte. On parle de la redevabilité, on parle de l'état de droit, on parle... Mais il faut qu'on puisse vivre ça. Les discours, ça ne suffit pas. Les députés font leur travail, mais ils sont bloqués quelque part. Je crois qu'avec voilà, la volonté du président Bosso, les choses vont s'ouvrir quand même. Professeur, parce que vous êtes élu de la Tchopo. Parlez-nous un peu aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui la situation de la Tchopo avec la crise déjà généralisée sur toute l'étendue du territoire? C'est une situation qui n'est pas rose, n'est pas bonne, parce que la crise se fait sentir avec acuité dans cette partie de la République. Et d'abord une crise politique, ça fait plusieurs mois que la province évolue avec un gouverneur de province intérimaire, et nous espérons que les élections qui arrivent au mois de mai prochain vont permettre à la province d'avoir un nouveau leadership qui doit prendre les choses en main, malheureusement pour un court mandat qui reste à parcourir. Alors, on peut sentir cette crise-là aussi au niveau de la production législative à l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale s'est illustrée plus au niveau de la guerre avec l'exécutif provincial, à tel point que
son travail d'encadrer la population de la province n'a pas été fait correctement. Et maintenant, sur le plan économique, c'est une province qui vit une crise terrible et le degré de la pauvreté s'aggrave du jour au jour. Vous voyez, la misère se fait sentir lorsque nous allons en vacances parlementaires. Vous le sentez que donc, la population devient de plus en plus pauvre. Et les routes n'existent pas, aussi bien au niveau de la voirie urbaine, pour circuler dans la ville correctement, puisque pour quitter l'aéroport de Kisangani et arriver au centre-ville, vous n'avez pas une bonne route où on peut rouler à l'aise, mais pire encore, pour quitter le chef-lieu de la province Kisangani et atteindre le chef-lieu des territoires, il n'y a aucune route qui est praticable au jour d'aujourd'hui. Moi, quand j'arrive à Kisangani, j'arrive par avion, et pour quitter Kisangani et aller à Bassoko, je suis obligé d'utiliser le fleuve. Vous voyez, parce que même la moto, c'est très difficile. Donc, on n'a qu'une seule possibilité, le fleuve, et quand vous arrivez au chef-lieu du territoire, pour parcourir le secteur, la chefferie, c'est le chemin de la croix. Parce que les routes n'existent pas. Et à cela, on observe aujourd'hui, et c'est ça le phénomène qui devient un peu curieux, Kisangani est connu de tout le monde comme étant une ville pacifique et hospitalière qui n'a jamais eu de problème. Chez nous, dans la Tchopo, on n'a jamais connu de groupes rebelles. Mais de plus en plus, on commence à sentir de l'insécurité. Les phénomènes de l'insécurité. Des ravisseurs. Les gens commencent à opérer en pleine journée. Vous voyez? Alors, chez moi, par exemple, à Bassoko, il y a des jours que dans une localité comme Mwenge, dans le secteur de Mobango et Timbiri, toute la journée, les militaires ont tiré. Pour quelles raisons? Il y a des blessés et la population est dans la brousse, fouillant justement ces exactions militaires. Alors, les militaires sont là, sont allés là-bas. Pour quel type d'opération? Personne ne sait expliquer. Alors que c'est une zone où on n'a jamais signalé la présence des groupes armés, on n'a jamais signalé la présence des rebelles. Alors, mais on note une forte militarisation des territoires comme Bassoko et on ne sait pas expliquer cela. Mais là où on a besoin des militaires, ça ne marche pas, mais on voit les militaires en grand nombre là où on n'en a pas besoin. Alors, ce sont des choses qui commencent à nous déranger et en dehors de ça, il y a justement cette tension qui persiste entre la communauté locale, la population de Bassoko et les exploitants forestiers et miniers, voyez, qui sont en nombre toujours croissant, ils viennent. Alors, on ne sait pas ce que les territoires tirent de cette exploitation, tant forestière que minière. Ce sont des questions que nous avons déjà dans lorsque nous présentons nos rapports de vacances parlementaires. Nous avons déjà transmis ça au bureau de l'Assemblée nationale avec des propositions, des questions orales, des questions écrites adressées à tel ou tel ministre pour qu'ils viennent nous expliquer certaines choses. Mais malheureusement, comme je viens de vous dire, là, on est buté à une difficulté. Professeur, je vous dis merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. À moins que si vous ayez autre chose à ajouter par rapport à tout ce que vous venez de dire. Non, mais écoutez, tout ce que je peux vous demander, c'est que le moment est capital pour le pays. Il faudrait que la presse puisse jouer un rôle important, qu'on puisse accompagner le processus positivement, parce que si on ne fait pas attention, tout risque de basculer dans un sens qui ne serait pas souhaitable. On souhaite vivement qu'on ait un minimum de consensus, qu'il y ait une certaine inclusivité, qu'on favorise la participation de tout le monde à la gestion du pays, parce que ce pays, c'est tout ce que nous avons comme patrimoine commun, et ça ne doit pas être la propriété privée de certaines personnes. Et on doit encourager le dialogue, on doit encourager la concertation afin que nous puissions tous collectivement nous sentir responsables de l'échec ou de la réussite.
tout cas, merci de votre présence sur nos plateaux. C'est par là, Madame, Monsieur, que je vous dis merci d'avoir suivi cette émission. Je rappelle ici que nous avons reçu le professeur Toengao. Avec lui, nous avons essayé un peu de décrypter un peu l'actualité de l'heure. Il a parlé du processus électoral, il a parlé de la situation sécuritaire, il a fait un état de lieu de l'éducation dans notre pays, il a parlé également de sa circonscription électorale qui est le Bassoko dans la province de la Tchopo, où il a prôné à ce qu'il y ait le dialogue, la participation de tout le monde dans le processus électoral pour des élections crédibles et apaisées. Et c'est par là, Madame, Messieurs, que nous mettons un terme à cette émission et retrouvons-nous prochainement avec le même plaisir. Au revoir.